Son Excellence, Monsieur le ministre Raymond Tchibanda, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, co-organisateur, Excellence, Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom du comité organisateur, vous dire un grand merci pour avoir répondu à cette invitation. Pour nous, c'est un moment exceptionnel. Pour nous, c'est un hommage à l'amitié des peuples, à l'amitié entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous avons choisi ce cadre exceptionnel, mais aussi un thème exceptionnel, c'est-à-dire les enjeux de la coopération autour de la thématique des objectifs du développement durable dans ses différentes variations socio-économiques, socio-écologiques, mais aussi dans ses prolongements à caractère culturel. Nous avons là des invités de la République démocratique du Congo qui sont de Kinshasa, mais aussi des provinces, mais aussi des invités venus de l'étranger, par exemple de Mozambique via Abidjan, par exemple du Congo-Brazza qui va arriver bientôt, ambassadeur au Sénégal, mais par exemple aussi un de nos collègues qui vient des États-Unis, de l'Université de Michigan. Donc voilà un peu le cadre général. Avant toute chose, je tiens à vous remercier, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour avoir daigné rehausser de votre présence cette cérémonie d'ouverture. Et vous, toutes les autres personnalités ici présentes, pour avoir accepté de vous joindre à nous pour réfléchir sur les voies et moyens de capitaliser le partenariat Chine-Afrique dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans notre pays. Votre présence témoigne non seulement de l'intérêt que vous attachez à cette problématique, mais aussi de votre passion pour les analyses objectives et des débats constructifs, par-delà les clivages politiques dont notre pays a tant besoin face à des défis dont l'ampleur rendent puérile toute posture essentiellement motivée par des considérations partisanes. Comme certains d'entre vous l'ont souvent évoqué, la nécessité de créer des espaces libres ou des cellules de réflexion-action pour la mutualisation des efforts et contributions des uns et des autres est l'une des motivations qui a conduit à ce projet que nous considérons être un pas important dans ce sens et que nous voulons être un premier pas parmi beaucoup d'autres. Car après ce colloque, nous essayerons d'en organiser d'autres sur d'autres thématiques, mais aussi sur la coopération entre notre pays et d'autres partenaires. Je saisis cette opportunité pour vous transmettre les salutations ainsi que le vœu de plein succès que le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, forme à l'endroit de ce colloque, qui, quoiqu'étant une initiative privée, est incontestablement pertinent vu la situation qui prévaut dans notre pays, sur le continent et dans le monde. Comme il a été souligné dans la lettre d'invitation qui vous a été adressée, ce colloque est organisé dans le cadre du programme sino-africain d'échanges et d'études conjointes du comité de suivi du sommet tenu à Johannesburg
du Forum de coopération sino-africain, mais aussi dans celui de la préfiguration des activités du futur centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, qui va être construit dans notre pays et qui abritera notamment l'Institut national des arts. Je me réjouis donc notamment du fait que cette initiative de la société civile pour l'approfondissement de la réflexion multidimensionnelle sur le partenariat stratégique Chine-Afrique en général et Chine-République démocratique du Congo en particulier ait retenu l'attention et bénéficié du soutien du secrétariat du comité de suivi du Forum de coopération sino-africain, consécutivement à son appel au projet lancé aux établissements académiques et groupes de recherche africains. Je voudrais aussi reconnaître le soutien actif de l'ambassade de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, de l'Institut national des arts et du Centre culturel Le Monde des Arts dans la planification et l'organisation de cette rencontre. Je salue particulièrement l'appui combien crucial de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, le concours inestimable de Monsieur Moïse Ekanga et son staff, ainsi que le travail abattu par le professeur Yoka Limodaba et ses collaborateurs, sans oublier mon conseiller principal, Dr Damien Pona. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier attachent un grand prix à l'amitié traditionnelle et à la coopération mutuellement avantageuse qu'ils entretiennent avec la République populaire de Chine. Les bonnes relations entre la Chine et l'Afrique sont nourries de la riche histoire et de l'expérience de l'une et l'autre, et elles démontrent la volonté et la détermination de nos deux peuples à œuvrer ensemble dans le cadre d'un partenariat réellement mutuellement avantageux. Elles se caractérisent par de réalisations concrètes qui laissent une marque indélébile dans la vie de nos communautés. Ainsi, en République démocratique du Congo, nous pouvons noter l'apport socio-économique de la Chine, qui est désormais le premier partenaire commercial et le deuxième investisseur en République démocratique du Congo. La présence de nombreuses entreprises chinoises à travers tout le pays, de nombreuses bourses d'études aux jeunes, Congolaises et Congolais, et d'importantes opportunités de formation et de renforcement de capacités humaines et institutionnelles. Les programmes d'échanges professionnels et techniques, le jumelage de villes et de provinces dans le cadre de la coopération décentralisée, l'aide financière sans conditionnalité, des dons pour la lutte contre la fièvre jaune, le paludisme, le virus Ebola, mais aussi pour la prévention de ces différentes maladies. Le développement des infrastructures socio-économiques de base, comme en témoignent le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Ndjili, l'hôtel du gouvernement, l'immeuble administratif dont la construction vient d'être achevée à côté du Palais du Peuple, don gracieux de la Chine à notre pays, sans oublier bien entendu la construction-réhabilitation de plusieurs kilomètres de routes d'intérêt national. Les discussions sont très avancées pour des projets additionnels, notamment en matière de construction de routes, de construction du port en eau profonde de Banana, la modernisation de chemins de fer, le développement des parcs industriels et la réalisation, bien entendu, du méga-projet du Grand Tinga. Bien plus, la République démocratique du Congo et la Chine ont signé, il n'y a pas longtemps, 2 accords importants dans le domaine des médias et de la diplomatie culturelle. L'un de ces accords porte sur l'exécution de la première phase du projet de conception, fourniture, installation et mise en service d'un réseau national de télévision numérique terrestre et des équipements auxiliaires en République démocratique du Congo,
par la société StarTime. L'autre accord a pour objet la construction d'un centre culturel et artistique moderne pour les pays de l'Afrique centrale et l'INA, qui est appelé à être un cadre de stimulation et d'expression de la créativité des jeunes et d'éclosion des talents des artistes africains. À ces deux projets majeurs s'ajoutent d'autres initiatives, telles que la mise en chantier de la centrale hydroélectrique de Boussanga et la finalisation des études de faisabilité de l'hôpital moderne de Lubumbashi, du centre de formation professionnelle de Kolwezi et de l'usine de traitement des eaux de Mbujimayi. Bref, au regard de ce qu'il a permis d'accomplir en termes de transformation socio-économique au cours de la dernière décennie dans notre pays, la coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine est la preuve vivante de l'efficacité du partenariat stratégique Chine-Afrique et de la flexibilité des mécanismes de coopération dont le programme Ressources contre-projet est un exemple. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo vient de très loin. Il en a fallu d'efforts et de sacrifices pour remonter la pente. Il nous reste cependant encore un long chemin à parcourir vers l'émergence. La certitude et le rythme de notre progression dépendront de notre capacité à tirer les leçons de notre propre expérience autant que de celles des pays qui ont réussi, en l'occurrence la République populaire de Chine. C'est conscient de cette exigence qu'a été retenu le thème du présent colloque, à savoir contribution du partenariat stratégique entre la Chine et la République démocratique du Congo au renforcement de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies. Notre souci ici ne se limite pas à l'énumération de ce qui va ou ne marche pas, mais aussi et surtout de poser de nouveaux jalons qui nous permettront de bénéficier au maximum de la coopération avec la République populaire de Chine. Plus que jamais, la République démocratique du Congo, comme l'Afrique, a besoin d'un développement rapide de ses infrastructures socio-économiques de base, d'industrialisation et de modernisation agricole, d'amélioration de ses capacités de production dans tous les domaines, de développement des échanges commerciaux et d'amélioration de sa part dans le commerce international. Il a aussi besoin de revaloriser ses identités et son patrimoine tant tangible qu'immatériel, de renforcer ses capacités humaines, d'assurer la paix et la stabilité. Autant de conditions sine qua non de prospérité et de développement durable. Autant d'axes prioritaires du partenariat de coopération stratégique globale entre la Chine et l'Afrique. Dans nos discussions de ces 2 jours, il s'agira donc de répondre à quelques questions importantes mais pratiques, dont les suivantes. Qu'est-ce qui doit changer? Pourquoi et comment? Dans la façon dont la Chine accompagne la République démocratique du Congo et dans la manière dont la République démocratique du Congo travaille avec la Chine. Compte tenu de la qualité de relations République démocratique du Congo-Chine, la position géostratégique que la République démocratique du Congo occupe au cœur de l'Afrique, que faut-il faire pour inclure la République démocratique du Congo dans le programme One Belt, One Road, une ceinture, une route, ou en faire son extension à la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo a une population particulièrement jeune et en pleine croissance. Comment cet énorme potentiel peut-il être mis à contribution grâce à la faveur de la coopération avec la Chine dans la poursuite des objectifs de développement durable, de manière notamment à ce que les entreprises chinoises puissent aider au développement de notre pays et particulièrement au développement de la main-d'œuvre locale et à la résorption du chômage. Nous aborderons aussi le volet culturel de la coopération. Dimension souvent négligée, la culture est pourtant essentielle
pour le développement de tout pays. Elle est à une nation ce que l'ADN est à l'être humain. Elle est en effet la marque, la signature et le vecteur de son identité, de l'identité de tout peuple. Il s'agira donc, au cours de la discussion du volet de la diplomatie culturelle, de mettre un accent particulier sur l'éducation, les échanges professionnels, la préservation du patrimoine, la diversification de l'économie par les industries créatives et le développement des infrastructures dont nous avons besoin pour développer la créativité et la vitalité culturelle. Il s'agira ainsi de répondre notamment aux questions suivantes. Quelles leçons tirer de la gestion des programmes de bourses d'études et de stages de formation? Quels mécanismes de suivi mettre en place pour l'évaluation des boursiers et leur insertion dans le marché de l'emploi? Quelle politique culturelle concevoir et exécuter pour le développement de la conscience nationale et comment rendre agissante la diplomatie culturelle? Quant à la culture de la paix, nous apaisantirons aussi bien sur les valeurs que nous avons en partage avec la Chine que sur l'identification et la mobilisation de ressources supplémentaires pour la défense de la souveraineté nationale et des intérêts vitaux de notre pays. La promotion de la paix est capitale dans tout effort de développement. Nous allons donc réfléchir sur le type de coopération à envisager avec la Chine pour prévenir les conflits, maintenir la paix et la sécurité dans un monde où les menaces à la sécurité deviennent de plus en plus complexes, et notamment pour consolider l'intégration régionale, lutter efficacement contre les menaces asymétriques et non conventionnelles et renforcer les échanges économiques et culturels dans la région de l'Afrique centrale. Pour conclure, par sa philosophie, ses principes directeurs, ses domaines prioritaires et ses modes d'action, le partenariat de coopération stratégique globale entre la Chine et l'Afrique est non seulement unique en son genre, mais aussi et surtout le modèle de coopération sud-sud le plus pertinent et le plus efficace. Nous estimons qu'il est celui qui est le plus susceptible d'avoir le plus d'impact dans la transformation de l'Afrique et l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. La question primordiale pour nous est celle de savoir ce que la République démocratique du Congo doit faire pour en tirer avantage. J'ose espérer que les conclusions de ces travaux et les recommandations qui en découleront aideront à répondre à cette question. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès à nos travaux. Merci. Je suis très content aujourd'hui de participer à ce colloque qui s'inscrit dans le cadre du programme sino-africain d'échanges et d'études conjoints en présence des personnalités de différents milieux qui accordent de l'attention à la coopération sino-congolaise. Aujourd'hui, nous nous réunissons ensemble pour discuter des enjeux de la coopération sino-africaine en RDC. Cela revêt une grande importance pour la coopération pragmatique et amicale sino-africaine et sino-congolaise. L'amitié sino-africaine remonte loin dans l'histoire et se renforce au fil du temps. Déjà, dans l'Antiquité, la Chine a mené des échanges avec l'Afrique par la route de la soie. La Chine n'a jamais colonisé l'Afrique et elles ont toutes connu une histoire malheureuse d'être colonisées. Les peuples chinois et africains se sont témoignés de la sympathie, se sont contenus mutuellement et ont tissé des liens d'amitié profonds dans leur lutte pour la libération nationale. Au milieu du siècle dernier,
la Chine nouvelle a établi successivement des relations diplomatiques avec les pays africains indépendants et ouvert un nouveau chapitre dans les relations sino-africaines. Les deux parties se sont contenues mutuellement en partageant heurts et malheurs sur la voie du développement et ont noué une amitié fraternelle. En 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine a vu le jour et a inauguré une nouvelle ère des liens d'amitié et de coopération entre la Chine et l'Afrique. Au sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine en décembre 2015, le président chinois Xi Jinping et les dirigeants des pays africains ont convenu de porter les relations sino-africaines au niveau de partenariat stratégique global. La coopération entre la Chine et l'Afrique possède trois caractéristiques. Premièrement, la confiance mutuelle sur le plan politique se renforce davantage et les deux parties se traitent d'égal à égal. Depuis longtemps, la Chine et l'Afrique se témoignent mutuellement soutien sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre et se concertent toujours sur les dossiers internationaux. Les pays africains soutiennent fermement le développement pacifique de la Chine et a aidé activement la Chine à recouvrer son siège légitime au sein des Nations Unies. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine défend toujours au nom de la justice les droits et les revendications légitimes de l'Afrique afin de préserver les intérêts communs de l'Afrique et des autres pays en voie de développement. La Chine et les pays africains se respectent mutuellement quant à leur souveraineté d'État respective et leur libre choix de voies de développement et des systèmes politiques. Elles n'ont jamais imposé leur propre volonté à l'autre. La coopération entre les deux parties, basée sur le respect mutuel et l'égalité, constitue un modèle de coopération gagnant-gagnant. La Chine n'a sorti jamais ses aides de conditions politiques et ne s'ingère jamais dans les affaires intérieures des pays africains. Deuxièmement, la coopération gagnant-gagnant et le développement commun. Depuis le début du XXIe siècle, la coopération pragmatique sino-africaine a connu un progrès considérable dans tous les domaines. En 2014, le volume du commerce bilatéral a dépassé 220 milliards de dollars et celui des investissements chinois en Afrique a dépassé 100 milliards de dollars, soit respectivement 22 et plus de 100 fois de volume par rapport à l'an 2000. La Chine a apporté une contribution de poids au développement de l'Afrique par ses investissements et le transfert de ses technologies et expériences, et l'Afrique a fourni d'importantes matières premières au développement durable de l'économie chinoise. À présent, les pays africains cherchent à accélérer leur industrialisation et modernisation alors que la Chine mène une réforme structurelle pour la montée en gamme de son économie. Les stratégies de développement des deux parties sont fort complémentaires. La coopération pragmatique et mutuellement avantageuse des deux parties connaît un plein essor en matière de vitesse et de qualité. Troisièmement, lever les obstacles du développement de l'Afrique. L'Afrique possède de riches ressources naturelles et humaines et un marché à fort potentiel. Mais elle fait face aussi à trois goulots d'étranglement, à savoir le sous-développement des infrastructures, le déficit
en personnel qualifié et le manque de moyens financiers. La Chine travaille activement à développer la coopération en matière de transport, d'électricité et d'approvisionnement de l'eau pour améliorer les infrastructures de l'Afrique. Afin d'aider les pays africains à renforcer leur capacité de développement autonome et durable et à former des personnels compétents pour le développement socio-économique, la Chine a augmenté considérablement le nombre des bourses gouvernementales et celui de séminaires et ateliers de formation des techniciens et gestionnaires africains. Jusqu'à la fin 2015, la Chine a formé au total 130 000 personnes qualifiées pour les pays africains. La coopération financière sino-africaine est en plein essor et fournit des financements nécessaires au décollage économique de l'Afrique. Après le sommet de Johannesburg, la Chine et l'Afrique, conformément aux principes de rationalité, de pragmatisme et d'efficacité, ont travaillé en étroite coordination pour mettre en œuvre les 10 programmes de coopération avec 60 milliards US dollars, afin d'accélérer le processus d'industrialisation et de modernisation agricole de l'Afrique. À présent, la mise en œuvre des acquis du sommet de Johannesburg a déjà obtenu des résultats préliminaires encourageants. Grâce à la sollicitude de plusieurs générations de dirigeants chinois et africains, l'amitié sino-africaine a résisté aux aléas de la situation internationale. Elle affiche aujourd'hui un grand dynamisme de développement. La coopération sino-africaine a devant elle des opportunités historiques sans précédent. Mesdames et messieurs, la RDC, avec un territoire immense, de riches ressources naturelles et une position géographique privilégiée, est un grand pays en Afrique. La Chine considère la RDC comme un partenaire important en Afrique. Les deux parties se soutiennent depuis toujours sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre. La confiance politique mutuelle se renforce chaque jour davantage. Les échanges humains s'intensifient et la compréhension mutuelle s'approfondit sans cesse. Les relations bilatérales maintiennent un développement sain et durable. En 2015, nos chefs d'État ont décidé de porter les relations sino-congolaises au niveau de partenariat stratégique, insufflant une nouvelle vitalité dans les échanges et la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Depuis des dizaines d'années, le gouvernement chinois a donné d'importantes assistances désintéressées en faveur de la RDC. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, des projets tels que le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise et le centre pilote agricole. L'immeuble du gouvernement a été construit et remis à la partie congolaise. L'hôpital de Lubumbashi est en cours de construction. Le centre culturel et artistique de l'Afrique centrale à Kinshasa est en conception. Les études de faisabilité du centre de formation professionnelle à Kolwezi ont été finalisées. La Chine enverra une mission en RDC pour mener des études de faisabilité sur le projet de traitement des eaux à Putimai. Depuis 1973, le gouvernement chinois a commencé à envoyer des groupes médicaux en RDC. Jusqu'à aujourd'hui, 18 éditions de groupes médicaux, soit presque 500 personnes, 500 médecins chinois, sont successivement venus en RDC. La partie chinoise a accordé aussi des matériels sanitaires, agricoles, météorologiques, etc. en faveur de la RDC.
pour aider en faveur de la RDC pour l'aider à lutter contre les épidémies de paludisme, d'Ebola, de choléra, de la fièvre jaune et renforcer ses capacités dans la lutte contre des épidémies. En ce qui concerne la coopération mutuellement avantageuse, le contrat sino-congolais a créé un modèle de coopération réussi, caractérisé par les qualités, les avantages réciproques et le gagnant-gagnant. Dans le cadre du contrat sino-congolais, les 12 projets d'infrastructure de la première phase ont été réalisés et les 24 projets de la seconde phase ont été successivement mis en chantier. Ces projets apporteront une grande contribution au développement socio-économique de la RDC. Les entreprises privées chinoises ont accru leurs investissements dans tous les domaines en RDC, non seulement dans le secteur minier, et aussi dans les secteurs agricoles, santé, éducation, logement, etc. Par ailleurs, une autre forme d'aide venant de la Chine, ce sont les prêts conceptionnels du gouvernement chinois pour réaliser des projets de coopération intégrale, associant l'investissement comme la centrale hydroélectrique Zongo 2, la prolongation de pistes de l'aéroport Nchili et des projets de communication. Nous sommes en train d'étudier des projets de terminaux d'aéroports, de transmission et transformation d'électricité, avec comme objectif de maximiser les effets socio-économiques des projets. Cette approche vise à rembourser les prêts pour les recettes générées au lieu d'alourdir les dettes du gouvernement congolais. Elle permet aussi d'augmenter les recettes fiscales, de créer des emplois et d'apporter des bénéfices réels au peuple congolais. En 2016, l'investissement cumulé chinois en RDC a dépassé 10 milliards de dollars américains. La Chine est devenue le premier partenaire commercial et l'un des principaux investisseurs de la RDC. La coopération mutuellement avantageuse entre la Chine et la RDC a insufflé une forte vitalité au développement de l'économie congolaise. La Chine attache aussi une grande importance aux échanges entre les deux peuples. Chaque année, la Chine accorde des bourses gouvernementales aux étudiants brillants congolais. Jusqu'en 2017, la Chine a accueilli au total plus de 700 boursiers congolais. La Chine organise aussi des séminaires de formation dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de la gestion et des technologies de production. Jusqu'en mars de cette année, nous avons formé 1500 talents pour la RDC. Par ailleurs, la Chine a diversifié ses échanges socio-culturels avec la RDC en établissant des jumelages entre des villes chinoises et congolaises, en intensifiant les échanges entre les médias et les synthèses, en finançant des visites des groupes artistiques congolaises en Chine, en organisant des soirées de gala pendant la fête du printemps et des festivals gastronomiques en RDC, ce qui a permis de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Mesdames et messieurs, comme l'a dit un proverbe chinois, la fraternité vaut plus que l'or. La Chine est prête à travailler ensemble avec la partie congolaise en profitant de la mise en œuvre des acquis du sommet de Johannesburg pour mettre en valeur leur amitié traditionnelle et leur forte complémentarité économique, exploiter activement de nouveaux domaines de coopération, innover
les modes de coopération afin d'aider la RDC à augmenter son niveau de développement autonome et de faire profiter le partenariat stratégique gagnant-gagnant sino-congolais aux deux peuples. Pour terminer, je souhaite plein succès à ce colloque. Je vous remercie. De mon exposé, de ce que je pouvais dire, a été évoqué par l'ambassadeur. Nous allons donner l'essentiel. La coopération entre la Chine et la RDC peut être subdivisée en 4 périodes. Il y a d'abord la période de 60 à 65, où il y avait une coopération entre le premier gouvernement de la République et le gouvernement chinois. Et nous avons eu à contacter un ancien compagnon de Lumumba qui est encore en vie et qui était au gouvernement à cette époque-là, qui nous a dit qu'à l'époque, le gouvernement chinois avait envoyé à la RDC, avait financé à titre d'appui budgétaire 15 millions de francs congolais à l'époque, mais l'argent n'est jamais arrivé. Donc depuis la cession de notre pays à l'indépendance, il y a eu cette coopération qui avait déjà commencé. La deuxième période va de 1965 à 1997, et cette période était caractérisée essentiellement par la coopération dans le domaine de l'agriculture. On a eu des moniteurs agricoles qui sont venus de Hubei, une des provinces chinoises, pour la culture de riz et d'autres cultures en RDC. C'est à cette même période qu'il y a eu la construction des édifices comme le Palais du Peuple et le Stade de Martyrs, édifices qui ont été évoqués par mes prédécesseurs. C'est à cette même époque que le président Mobutu, à l'époque, en 1973, a fait le déplacement de la Chine, où il a rencontré le président Mao et ils ont tissé encore des relations entre les deux pays, les deux peuples. La troisième période, c'est celle qui va de 1997 en 2007. Cette période est caractérisée essentiellement par la coopération sur le plan de la formation et aussi sur le plan militaire. La coopération, on a envoyé plusieurs jeunes Congolais étudier en Chine, et ça se poursuit. Et aussi, il y avait la coopération dans le domaine d'approvisionnement en équipement militaire avec l'entreprise Norenco. Et c'est à partir de cette période qu'il y a eu une volonté affichée pour redynamiser la coopération entre la Chine et la RDC. Et la quatrième période, c'est celle qui va de 2007 à ce jour. Cette période de 2007 à ce jour a connu la redynamisation de la coopération entre la Chine et la RDC. En termes de motivation, vous savez que le président de la République, le président Joseph Kabila Kabange, lors de son accession au pouvoir en 2001, s'est assigné 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de mettre fin à la guerre qui sévissait dans le pays, notamment dans la partie est et nord du pays. Et le deuxième objectif, c'était d'organiser les élections libres et transparentes. Et s'il arrivait à gagner ces élections, il pouvait maintenant reconstruire le pays. C'est ainsi qu'en 2006, il y a eu le programme Vision, les 5 chantiers de la République, et il fallait trouver des moyens pour financer ce programme de 5 chantiers de la République. C'est à ce niveau-là qu'il y a 3 composantes de la coopération sino-congolaise. La première composante, c'est ce que nous appelons le contrat chinois. C'est l'accord de coopération, la convention de collaboration qui a été signée en avril 2008, où nous constituons avec les amis chinois une plateforme financière que nous appelons la SICOMIN. Ok, donc le contrat sino-congolais, comme dit l'ambassadeur, mais c'est le projet de coopération. Et ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est le financement des projets d'infrastructure par le gouvernement chinois via Exim Bank of China, Exim Bank de Chine, à des conditions préférentielles. Et la troisième composante, c'est le forum de coopération sino-africain. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? D'abord, pour le projet de coopération sino-congolais, c'est que l'ambassadeur appelle le contrat chinois. Sur les 6 milliards de dollars qui étaient prévus, dont 3 pour les infrastructures et 3 pour le projet minier,
il y a eu un décaissement de l'ordre de 2 milliards 600 millions. Et les 2 milliards 600 millions, il y a 800 millions qui sont affectés, affectés aux infrastructures et 1 milliard 800 pour le projet minier. Donc sur les 3 milliards que nous attendons de la partie chinoise, nous avons jusqu'à ce jour dépensé 800 millions. Donc il reste encore, pour tout le plan infrastructure, 1 milliard 200 à encaisser. Sur le plan des infrastructures, l'ambassadeur l'a dit, il y a eu la première phase de projet. Il y avait 12 projets. On a totalement financé ces projets. C'est là où vous trouvez le boulevard Triomphal, l'hôpital du Cinquantenaire, le boulevard du 30 juin et les autres projets à l'intérieur du pays. Et il y a une deuxième phase où on a eu 250 millions de dollars pour les infrastructures. Ce sont les infrastructures qui sont en cours d'exécution. Vous allez constater qu'à Kinshasa, il n'y a pas assez de projets. Nous sommes focalisés depuis 2009 sur Kinshasa et depuis l'année passée, nous sommes tournés vers l'intérieur du pays, surtout avec le démembrement. Il y a des provinces, des nouvelles provinces, et nous avons besoin qu'il y ait effectivement les travaux d'infrastructure, le développement de projets d'infrastructure dans ces provinces. Nous avons également, tout dans le cadre du programme sino-congolais, étant donné la pénurie en énergie électrique dans le secteur ou dans la région minière de Lualaba, le gouvernement de la République a donné un site aux entreprises chinoises pour développer une centrale hydroélectrique que nous appelons centrale hydroélectrique de Boussanga, d'une capacité à installer de 240 MW. La SICOMINE va utiliser 70 MW et les 70 MW qui restent seront distribués aux ménages ou aux autres investisseurs. La deuxième composante, ce sont les projets qui sont financés par des prêts concessionnaires, prêts préférentiels de la Chine. Et parmi ces projets, nous avons le déploiement de la fibre optique Mwanda-Kinshasa, Kinshasa-Kasumbalesa. Nous avons le projet de la piste d'Ndjili, nous avons le projet Zongo 2 et d'autres projets qui ont difficile à évoluer. Donc ce projet se réalise difficilement. Nous allons donner les causes un peu plus tard. La troisième composante, c'est effectivement le fonds sino-africain. Au sommet de Johannesburg, le président chinois avait annoncé 60 milliards de dollars mis à la disposition des pays africains sur 10 programmes, comme l'a dit l'ambassadeur. Et à ce jour, nous n'avons pas tiré bénéfice de ce grand bénéfice, de ces 60 milliards. Je parle sous le contrôle de l'ambassadeur, il pourra me contredire lors des débats. Alors, quelles sont les difficultés que nous rencontrons? La première difficulté, c'est l'absence d'études de faisabilité. Le fait que nous, jusqu'à ce jour, nous n'ayons pas bénéficié de financements importants sur les 60 milliards, c'est parce que nous avons des projets qui n'ont pas d'études de faisabilité. Et je n'appelle pas ça projet, j'appelle ça liste de besoins. À part le projet évoqué par le ministre Tshibanda tout à l'heure, sur le centre culturel francophone qui sera installé ici pour les pays de l'Afrique centrale, dont les études sont en cours, nous n'avons pas encore eu grand-chose de ces 60 milliards. Pourquoi? La faute n'est pas au gouvernement chinois, c'est aussi à notre niveau, parce que nous n'avons pas pu avoir des projets bancables, nous n'avons pas d'études de faisabilité. Nous avons envoyé, via le ministère des Affaires étrangères, en 2016, des projets, une liste de besoins de l'ordre de 9 milliards à peu près, mais jusqu'à ce jour, on n'a rien eu. Donc, si nous voulons avancer, nous devons réaliser des études de faisabilité. La deuxième difficulté, toujours en termes d'études de faisabilité, c'est que même dans le projet de coopération qui existe aujourd'hui, l'absence des études de faisabilité fait qu'il y a des longs délais dans la réalisation des projets. Vous trouvez, et ça, c'est pas bénéfique pour la République. Si Exim Bank libère 50 millions de dollars aujourd'hui pour un projet, il faudrait attendre 1 année ou 2 ans pour réaliser des études de faisabilité avant de démarrer le projet. Et dans l'entretemps, les 50 millions de dollars génèrent des intérêts et c'est au détriment de la République. Donc, nous avons prodigué des conseils au gouvernement pour qu'on mette un fonds
pour la réalisation des études de faisabilité. Et si le Trésor ne peut pas prendre ça en charge, il y a moyen d'instituer une redevance à quelque niveau que ce soit, dans un secteur donné, pour qu'on puisse avoir le financement nécessaire aux études de faisabilité. L'absence d'études de faisabilité aussi fait qu'il y a des discussions en termes de coûts. Les gens disent qu'il y a des projets qui sont chers. Oui, parce qu'au départ, on n'a pas eu d'études de faisabilité. Et comme on est pressé de réaliser le projet, on démarre et il y a des coûts additionnels. Il y a des budgets additionnels et ça perturbe un peu la programmation dans les projets. Pour la deuxième composante, les projets financés par les prêts concessionnaires, la première difficulté que nous avons, c'est l'insuffisance de moyens financiers au niveau du Trésor, au niveau du gouvernement, pour payer la contrepartie. Quand il y a un budget, un projet qui coûte, prenons Zongo 2, 350 millions de dollars, la partie congolaise doit débourser 15%. Il y a eu des discussions avec la partie chinoise pour même échelonner ces paiements-là, mais on a des difficultés. Quand j'ai dit qu'il y a des projets financés par les prêts concessionnels qui éprouvent des difficultés, c'est justement parce que nous n'avons pas la possibilité de dégager la contrepartie. Et nous avons essayé de trouver un palliatif avec Exim Bank, c'est-à-dire les 15%, étant donné que ce sont des entreprises chinoises qui réalisent ce projet, ces entreprises vont prendre en charge les 15%. Et Exim Bank finance les 80%, quitte à céder l'exploitation du projet à l'entreprise ou à l'entrepreneur. Et après la récupération du financement, on peut maintenant transférer le projet à la RDC ou à l'entreprise d'État qui est concernée. La troisième difficulté que nous avons toujours à ce niveau, c'est les délais d'études des projets au niveau d'Exim Bank. Ça prend généralement 2 ans. Et comme nous ici, avec la démocratie, nous avons 5 ans fois 2, 10 ans. Donc vous avez un projet qui prend d'abord 2 ans pour les études de faisabilité, 2 ans pour obtenir le financement d'Exim Bank, et c'est à la 4e année que vous pouvez avoir le projet. Et encore, si le dossier a été bien présenté. Mais on est en train de trouver des solutions avec Exim Bank, parce que le président chinois avait annoncé en Afrique du Sud qu'il assouplissait, que la Chine allait assouplir les conditions de concessionnalité de prêts. L'autre difficulté que nous trouvons pour ce genre de prêts, c'est l'atteinte du taux de concessionnalité. Au niveau du ministère des Finances, il y a des critères pour la concessionnalité. Et si les projets que nous avons présentés à la banque chinoise ne réunissent pas ces conditions, il est difficile que l'Exim Bank finance ce projet. Donc, autant nous demandons à la Chine de faire un effort pour assouplir les conditions de concessionnalité, autant aussi nous demandons au gouvernement aussi d'assouplir ces conditions. Et heureusement que nous avons un ministre des Finances actuellement qui comprend les choses et on est en train d'avancer. Alors, la troisième composante, la difficulté, j'ai dit, c'est l'absence d'études de faisabilité et aussi quelques contradictions internes chez nous. Et parmi les recommandations que nous faisons, en plus de ce qui a été dit, c'est la nécessité pour la RDC de rendre effectif rendre effective la loi sur la sous-traitance. Aujourd'hui, la plupart d'entreprises congolaises souffrent, surtout les PME, souffrent et n'ont pas de marché parce que les entreprises chinoises avec lesquelles on travaille souvent créent d'autres entreprises et ils bénéficient des exonérations et ça perturbe un peu le marché dans ce secteur-là. Je pense que le président de la FEC ou l'administrateur délégué de la FEC reviendra là-dessus. Donc, je vais me résumer en disant que la coopération entre la Chine et le Congo nous est bénéfique. Nous devons faire un effort pour élaguer tout ce qui est comme obstacle sur la voie, et c'est ce qu'on est en train de faire, de telle manière que dans l'avenir, nous puissions encore bénéficier, comme les autres pays africains, de financement chinois. Et il y a lieu de le faire parce que
cette coopération, comme j'ai dit, elle est bénéfique, dans la mesure où vous voyez, il y a autant d'entreprises chinoises qui sont arrivées ici. Nous avons une masse de matériel et d'équipement du génie civil qui sont dans le pays et qui ont eu un impact sur le coût de construction. Et il y a le boom immobilier que nous avons ici, par exemple, à Kinshasa, c'est dû au fait que le prix des agrégats, le coût de construction a sensiblement baissé. Et parmi les exemples que nous avons cet hôtel, celui qui nous reçoit aujourd'hui, qui est un fruit au fait de la coopération sino-congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire. Je vous remercie.